Bienvenue dans Leadership Incarné, le podcast des entrepreneuses conscientes qui veulent amplifier leur impact et leur rayonnement à travers un business intègre, durable et rentable. Je m'appelle Luciana Calvetti et je suis moi-même entrepreneuse depuis 8 ans. Après avoir bâti un business de cœur rayonnant et prospère, et après avoir accompagné plusieurs centaines de femmes à travers mes programmes, formations et retraites, je suis ici pour t'aider à en faire autant à ta manière. À travers ces épisodes, je vais t'inviter à élever ta posture, structurer ton ambition et incarner un leadership mature pour déployer ta contribution avec cœur et stratégie. Si tu es prête à vivre ton entrepreneuriat comme une voie sacrée de création et d'expression de ta lumière, tu es au bon endroit. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de vous retrouver pour vous partager cet entretien avec Agathe Pasquier. Agathe Pasquier qui est naturopathe et qui a participé à mon programme Femmes souveraines en 2024 et 2025. Et dans ce podcast, elle nous raconte vraiment toute une traversée, une transformation très inspirante, vraiment un récit aussi de résilience parce que quand elle est arrivée dans le programme Femmes souveraines en 2024, la première année, elle était en train de vivre une période très très difficile où l'endométriose dont elle était atteinte était à son pic, où elle était plus du tout alignée dans son environnement de travail et elle vivait une relation assez compliquée avec une collègue qui venait réveiller justement des sentiments d'injustice, de trahison. Et voilà, comment elle s'est rendue compte aussi à travers, comment elle a eu des outils aussi à travers le programme pour commencer à se connecter à son corps, à reconnaître un peu et à éprouver tout ce qui était en train de se passer. Et puis à commencer à poser des actes forts pour vraiment transformer sa vie. Et c'est ça que j'ai vraiment envie que vous regardiez dans le programme. Aussi comment quand on laisse d'être une good girl et qu'on commence à être une femme souveraine, en fait, on reprend sa vie en main et sa trajectoire. On a parlé des sujets hyper intéressants sur la blessure de sororité, l'importance de pouvoir un peu réparer et guérir des liens de rivalité, des jalousies qu'on a pu avoir avec d'autres femmes. On a aussi parlé de, voilà, des conséquences du fait de pas s'écouter, de se taire ou d'être dans des environnements où l'on se sent pas à sa place, comment ça finit aussi par se manifester dans le corps et bien évidemment de tout qui devient possible finalement quand on commence à se positionner avec plus de justesse, de vérité, d'authenticité dans nos relations et tous les changements que ça peut créer dans notre environnement. C'est vraiment un partage hyper inspirant que je pense vous allez adorer. Donc, sans plus tarder, je vous laisse dans l'entretien avec Agathe. Bonjour Agathe et bienvenue dans cet épisode. Je suis vraiment ravie de t'accueillir pour t'écouter, nous partager ton histoire de transformation, d'expansion, qui tu es. Et je vais commencer par te demander de te présenter, de nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans ta vie. Bonjour Luciana, avec plaisir, hein. C'est vraiment un plaisir de pouvoir partager mon retour d'expérience. Donc voilà, je suis Agathe, j'ai eu 32 ans en fin d'année dernière. Mhm. J'habite en France et je suis maman déjà d'une petite fille de 5 ans et demi. Et puis j'attends mon deuxième bébé, un petit garçon, pour le mois de mai. Voilà. Je vis en couple et je suis depuis peu de temps naturopathe. Voilà, j'ai engagé une reconversion professionnelle il y a maintenant 1 an et demi. Et j'exerce à mon compte, voilà, sur la commune où j'habite. Et puis je fais plein d'autres choses à côté parce que je suis un petit peu hyperactive. Donc, euh, donc je suis engagée dans la politique, sur mon territoire. Je fais voilà beaucoup de créations. Voilà, bref, mille activités. Je m'ennuie jamais. De la chorale aussi, non? De mémoire, tu faisais Oui, de la chorale oui. féministe. Oui, là, on a mis un petit peu en stand-by en ce moment parce qu'on avait du mal à toutes se retrouver. Mais effectivement, oui, j'ai aussi, ça a fait partie des déclics pendant le programme de Femmes souveraines. J'ai rejoint une chorale féministe, effectivement, et qui existait avant moi, hein, voilà, et qui continuera d'exister aussi encore de nombreuses années, j'espère. Voilà. Je me rappelle que tu m'avais partagé ça et j'avais trouvé ça super. Et est-ce que tu veux nous partager aussi peut-être ton chemin, comment t'es arrivé, comment
tu es devenue naturopathe maintenant. Qu'est-ce que tu faisais peut-être avant? Quels ont été tes déclics aussi pour changer de métier, faire cette reconversion professionnelle? Ouais. Alors en fait, initialement, moi je suis urbaniste, voilà. J'ai un diplôme d'architecte et urbaniste. Et du coup, j'ai commencé à travailler rapidement après mon diplôme en tant que chef de projet des aménagements. Donc je m'occupais voilà, de beaucoup de projets en parallèle dans une petite ville quoi, de un peu moins de 10 000 habitants. J'adorais mon métier, vraiment. Voilà, j'ai toujours adoré cette possibilité de réfléchir à la ville, de réfléchir au changement de comportement des gens, comment on fait évoluer le monde en fait, comment on fait évoluer les pratiques. Donc ça me plaisait beaucoup, mais il y a eu plusieurs choses qui se sont un peu télescopées en parallèle. Euh, le fait de travailler dans une ambiance avec des gens finalement assez peu motivés sur leur mission. Euh, j'ai aussi été, voilà, j'ai vécu une désillusion énorme dans une relation professionnelle avec une collègue qui m'a blessée, qui m'a vraiment profondément marquée. Euh, et en fait, voilà, le programme Femmes souveraines est arrivé à peu près à cette période-là. Et c'est aussi par le biais de ce programme que je me suis rendu compte vraiment de comportements qui ne convenaient pas, en fait, qui ne me convenaient pas et qui étaient en train de m'étouffer. Donc ça a été très compliqué. Et puis, Est-ce que tu peux, pardon, excuse-moi, garde ton idée. Est-ce que ouais. tu peux nous donner des exemples justement quand tu t'es rendu compte de comportements qui étaient en train de t'étouffer sur toi, les autres, ta relation aux autres? Ouais. En fait, moi, je suis quelqu'un qui, globalement, a toujours j'ai toujours bien passé en fait partout où j'allais, ça se passait bien, mon relationnel avec mes collègues était bien. J'ai eu des postes de manager et c'était toujours OK en fait. Et puis il y a eu cette collègue qui est arrivée avec qui on a rapidement, très rapidement développé une forte complicité professionnelle en fait, hein. Vraiment, on s'entendait super bien et puis forcément, bah, quand on s'entend bien professionnellement, on a tendance aussi à bien s'entendre, à créer une amitié quoi, Dans vraiment à la partir vraie vie? voilà. Et c'était très chouette. Et on était très différentes. Mais voilà, j'admirais beaucoup chez elle ce côté un peu femme guerrière, quoi. La nana qui se laissait pas embêter, qui avait jamais peur de dire ce qu'elle pensait, qui voilà, qui se rabaissait pas parce que il y avait la jante masculine devant et qui avait aussi des postes à responsabilité. Enfin voilà, vraiment, j'avais beaucoup de choses que j'admirais chez elle. Et en même temps, dans l'intérieur, je savais qu'elle avait une certaine forme de fragilité aussi. Et voilà, du coup, pour moi, c'était vraiment un modèle sur beaucoup de choses. Et sauf que petit à petit, il y a eu. Alors, je ne l'ai pas interprété comme ça au début. Je l'ai beaucoup mis sous couvert de sa fragilité, justement. Mais je me suis rapidement rendu compte, notamment avec le programme aussi, qu'en fait, il y avait une forme de jalousie, de concurrence qu'elle a instaurée vis-à-vis de moi, dans le fait que moi je m'entendais bien avec tous mes autres collègues, que, voilà, que j'étais plutôt bien intégrée et elle très peu parce que bah, ce comportement de guerrière il est dur aussi au bout d'un moment pour les gens autour, hein, d'être toujours dans cette énergie-là de combat, voilà, et c'est vrai que pour les personnes autour, ben, c'est pas toujours constructif. Et c'est vrai que du coup, ben, petit à petit, il y a eu une espèce de conflit qui s'est mis entre nous deux. Et moi, j'ai beaucoup pris sur moi en essayant de faire en sorte que, bah voilà, de toujours composer avec ses émotions, composer avec son humeur du jour. On travaillait dans le même bureau. T'adapter. Voilà, s'adapter en continu parce que, ben, élevé comme ça, élevé à essayer de pas faire de vagues, en fait, tout simplement, et puis d'être dans l'empathie tout le temps, de se dire oui, mais c'est pas de sa faute, c'est parce qu'en ce moment elle est fragile, oui, mais c'est pas de sa faute, c'est parce que elle vit pas avec un conjoint, elle aimerait avoir une vie de famille, donc c'est compliqué pour elle. Enfin, toujours à essayer de prendre des pincettes. Et puis, bah, en fait, au bout d'un moment, on explose, en fait, quand on explose. Alors, moi, ça a explosé malheureusement d'une manière, enfin, ça a impacté ma santé, en fait. Voilà, j'avais eu le diagnostic quelques mois au préalable d'une endométriose
qui du coup, voilà, une endométriose complexe, une maladie qui était en train vraiment de me ronger de l'intérieur. Et puis bah, le fait d'accumuler un peu toute cette colère, cette injustice aussi, ce sentiment d'injustice que j'avais vis-à-vis de cette collègue, et ben ça a fait exploser la maladie, ça a flambé, donc je me suis retrouvée avec des Mm. crises énormes, démesurées que j'avais jamais eues, des hospitalisations, de la morphine, j'avais jamais pris de morphine de ma vie, enfin, des choses, voilà, vraiment, vraiment dures. En fait, je pense avec le recul que j'étais littéralement en train de prendre feu, en fait, voilà, de l'intérieur. Wow. Mm. Et parce que la colère était contenue, que par cette éducation voilà, de fille qui fait pas de vagues, ben, j'osais pas dire les choses, j'avais peur de dire les choses, peur de peut-être plus être aimée, peur de plus être appréciée, voilà. Et donc ça me consumait de l'intérieur, quoi, vraiment. Et Mm. voilà. Et c'est vrai que ça a été, bon, ça a été très long hein, derrière de mettre en place des Bien choses, sûr. voilà. Mais en tout cas, le programme est arrivé à ce moment-là. Enfin, en tout cas, je suis tombée, les planètes se sont alignées, on va dire. Je suis tombée sur Femme souveraine, sur le bulletin des étoiles, et je me suis dit, ah ouais, là, en fait, ça me parle, tout ça. Moi, j'ai besoin d'outils, en fait, là. J'ai vraiment besoin d'outils. Merci, merci d'en parler, de l'amener parce que c'est une chose dont on parle d'ailleurs dans le programme, comme à quel point, en fait, parfois, on a tendance à minimiser, oui, mais bon, bah, on a été éduqué comme ça, mais c'est pas plus mal parce qu'en fait, ça permet de maintenir l'équilibre, l'harmonie et on justifie un peu ce comportement un peu de good girl qui contient la colère et qui contient ce qu'elle pense. Mais c'est complètement prouvé, il y a des études qu'en fait, le fait de pas nous exprimer, de contenir et de retenir, ça finit par impacter notre santé. Et ça peut avoir, voilà, dans ton cas, c'était l'endométriose, mais j'aimais bien cette phrase du docteur Gabor Maté qui disait, en fait, la non-authenticité en fait, peut tuer presque. Parce qu'il y avait un côté où, en fait, les femmes développent des maladies chroniques, elles développent plein de problèmes de santé parce qu'elles n'arrivent pas à s'exprimer, elles n'arrivent pas à être authentiques. Et ça, c'est un peu l'amener bon, dans l'extrême, mais c'est vrai, c'est que c'est une réalité que beaucoup de femmes vivent et que tu as vécu dans ta chair. Et comment tu t'es sortie de cette affaire? Comment, enfin, tu as dû prendre soin de ton corps, j'imagine, mais par rapport à la relation aussi avec cette collègue, est-ce que tu as eu des outils aussi à travers le programme ou d'autres qui t'ont peut-être aidé à te positionner ou à dire stop ou à mettre des limites? Bah, ce qui s'est passé, donc là, c'était voilà, sur la première partie de programme que j'ai fait, parce que j'ai fait deux sessions en fait. Donc en Mhm. 24, c'est là où j'ai attaqué le programme au mois d'août. Et en fait, dans un premier temps, je dirais que le programme, moi, il m'a aidé déjà à analyser un peu, à comprendre ce qui était en train de se passer, à observer mes propres mécanismes, comment je fonctionnais, euh, Mhm. et du coup à analyser un peu aussi, voilà, cette collègue et ses comportements et à commencer à me dire, non, mais c'est pas normal en fait là ce qui est en train de se passer. Moi, j'ai pas à subir ces choses-là. Voilà. Et puis, en parallèle, à me recentrer aussi sur moi-même, sur ce que j'éprouvais. Euh, Parce que c'est difficile, en fait, on passe pas du jour au lendemain de je ne veux pas faire de vagues, je veux pas voilà, euh, tout envoyer balader à bah, non, je suis légitime de dire ce que je pense. Donc, c'est par le biais de voilà d'outils qu'il y a eu dans ce programme-là que j'ai commencé moi à me libérer sur certaines choses. Le chant, par exemple, voilà, il y a eu dans les outils que tu nous donnais, le fait de se mettre à chanter, le fait de danser. Moi, c'est quelque chose que j'avais jamais fait chez moi, danser toute seule. Alors si, enfant, mais on perd des fois cette spontanéité de l'enfance. Donc voilà, se libérer sur des petites choses comme ça qui paraissent anecdotiques, mais qui derrière, en fait, donnent énormément de force pour se libérer sur d'autres problématiques du quotidien. Euh, donc voilà, Oui, absolument. ça a été progressif, tu vois. Et en fait, ce que j'ai fait par rapport à cette relation vraiment toxique du travail, c'est que j'ai pas changé. C'est-à-dire, c'est que je me suis dit, moi, en fait, je suis moi-même, je suis bien.
en fait, moi, tout se passe bien avec tout le monde, donc j'ai pas de soucis, je dois pas me remettre en question continuellement, je dois pas essayer d'adapter mon comportement en permanence à cette personne-là. Voilà, je prends mes distances, alors c'est pas évident quand on est dans un bureau partagé, mais je Bien prends mes sûr. distances émotionnelles. Si elle faire la guerre froide toute la journée, bah, elle fait la guerre froide toute la journée, c'est OK. Moi, ça m'empêchera pas d'aller boire un café avec mes collègues, ça m'empêchera pas de faire ma vie. Et elle est revenue, en fait. Elle est revenue un jour, elle est revenue vers moi en s'excusant, en me disant, je suis désolée, j'ai interprété des choses, j'ai cru que tu me voulais du mal, en fait, j'ai cru que tu voulais prendre ma place. Enfin, il y avait vraiment eu, j'avais senti les choses, hein, qu'il y avait vraiment Hmm. cette jalousie, cette peur du conflit, etc., du conflit d'intérêts. Donc, à partir de là, la relation s'est calmée, enfin, c'est assagi, on va dire. Et moi, ça m'a permis, du coup, de me pencher plutôt sur ma maladie, qui était, Hmm. elle, toujours là, voilà, clairement. Hmm. Euh, et de travailler, voilà, en fond sur cette colère à l'intérieur, parce que j'étais convaincue en fait, les choses n'arrivent jamais vraiment par hasard. On a aussi des événements qui arrivent dans notre vie et qui nous remettent face à peut-être voilà, des blessures, des choses plus profondes, des choses qui ne nous appartiennent pas aussi, hein, qui peuvent être dans la lignée aussi de nos familles. Hmm. Et je savais que j'avais des choses à travailler sur cette colère, euh, que j'avais aussi des choses à travailler sur le désir d'avoir un deuxième enfant, parce que voilà, c'était là et ça fonctionnait avec cette endométriose. Hmm. Donc voilà, j'ai engagé tout un travail là-dessus. Et puis, euh, et puis en même temps, je sentais très clairement qu'il y avait des décisions à prendre importantes. Je ne savais pas quelles étaient, mais je savais qu'il y avait des décisions, que la vie ne pouvait pas continuer comme ça, que mon travail était plaisant, mais voilà, qu'il y avait des choses qui me convenaient plus dans le contexte. Et en fait, comment ça s'est matérialisé, c'est que petit à petit, en me penchant vraiment sur ma santé, j'ai pris conscience que beaucoup de femmes étaient dans ma situation. Alors, l'endométriose, mais effectivement, ce que tu disais sur des maladies chroniques en général, que souvent elles étaient en errance médicale parce que, ben, en fait, dans le corps médical classique, on aborde les choses par un seul prisme, alors que des fois c'est multifactoriel et il faut avoir une approche un peu holistique pour pouvoir guérir, en fait, tout simplement. Hmm. Hmm. Mais qu'en même temps, c'était pas une fatalité, ces maladies. On n'est pas né avec, c'est pas un problème du corps de base. Donc, ça veut dire que si elles sont arrivées, elles peuvent partir aussi. Et je me suis dit, je sentais qu'il y avait un appel, il y avait quelque chose voilà, qui faisait partie de moi, d'être peut-être encore plus alignée sur le soin, accompagner les gens, accompagner les femmes notamment. Et ça s'est vraiment ancré avec le programme petit Hmm. à petit. Et puis un jour, il y a eu un déclic, il y a eu deux déclics même en même temps, c'était assez fou. En octobre 2024, j'ai pris deux grosses décisions. La première, c'était de me faire opérer de l'endométriose. Ça faisait un an que je repoussais cette opération parce que j'avais peur. Honnêtement, j'avais Hmm. peur des conséquences, j'avais peur que la maladie flambe encore plus derrière. Voilà. Mais j'ai eu suffisamment confiance en moi à ce moment-là et en l'hygiène de vie que j'avais mis en place aussi et en tout ce que j'étais en train de construire pour me dire, en fait, non, je vais me faire opérer, la maladie ne reviendra pas derrière. C'est-à-dire que j'aurai toujours ce terrain, il sera là, l'endométriose, elle est là, elle fait partie de moi, mais par contre, elle ne flambera plus comme elle a flambé avant. Euh, Hmm. donc j'ai pris la décision de cette intervention qui était pas une petite décision parce qu'en fait, on part à l'inconnu quand on se fait opérer de l'endométriose. On nous dit potentiellement l'opération peut durer de 2 heures à 6 heures, 8 heures en fonction de ce qui va être découvert quand on ouvrira. Voilà, il était possible aussi pendant l'opération qu'on me retire l'utérus, qu'on me retire les ovaires en fonction de les lésions qu'on allait trouver à l'intérieur. Je savais aussi que j'avais une grosse atteinte au niveau digestif et qu'il était possible aussi que je me réveille avec une stomie, donc une poche, voilà, pendant un moment pour la cicatrisation, peut-être à vie. Enfin voilà, il y avait plein de facteurs inconnus, mais j'y suis Hmm. allée. Je me suis dit, maintenant, il faut le faire parce que j'arriverai pas à me remettre toute seule de tout ça. Il faut nettoyer les choses, en fait. Il faut faire un gros ménage dans le corps. Hmm. Euh, Wow. donc, comment dire, cette opération, j'ai décidé ça en octobre 2024 et elle a eu lieu en janvier 2025. Voilà, on en parlera un petit peu après si tu veux. Et en parallèle de cette décision, bah, j'avais quand même commencé
à vraiment creuser sur la naturopathie. Moi, dans mon hygiène de vie personnelle, voilà, à m'intéresser aux plantes, même si c'est des choses qui ont toujours fait partie de, voilà, de mon mode de vie, mais en tout cas, à les creuser plus profondément. Et puis, je cherchais un jour sur Internet une petite formation pour apprendre à connaître les plantes autour de chez moi. Enfin voilà, c'était vraiment sans but. Et je suis tombée sur une formation en ligne pour devenir naturopathe, une vraie formation, 1200 heures, un an et demi de formation. Voilà, un contenu hyper dense qui croisait les dernières recherches médicales, enfin vraiment quelque chose de super concret. Et quand j'ai lu le descriptif, je me suis dit, mais en fait, c'est ça. C'est ça. Il n'y a pas d'autre, il y a pas d'autre chose. C'est ça que j'ai envie de faire. C'est ça qui me manque aujourd'hui et on y va. Et là, tout m'a paru simple. La formation coûtait très cher, mais je sais pas, ça m'a paru simple de la financer et pourtant, et je la paye encore d'ailleurs, voilà. Mais ça m'a paru simple. Le fait que c'était 30 une trentaine d'heures en parallèle de mon travail à côté, c'était simple aussi. C'était pas OK. Donc, Ça me fait marrer parce que parfois c'est waouh, toutes les choses dont on est capable les femmes quand on se sent, tu vois, qu'on ouais, arrive aussi, que c'est aligné, qu'on a envie de foncer. ouais, On a fait l'interview aussi avec Florence pour le podcast et elle, son retour, c'était, je prenais la grosse décision et en fait, derrière, la vie me simplifiait les choses. Je prenais une décision financière et puis je trouvais les financements ou je trouvais telle chose et tout d'un coup, j'arrivais à avoir un peu le pas où je fais un pas et la vie ouais. m'aide de l'autre côté. Ça devient facile, en fait. Je crois Mhm. que, effectivement, quand il y a des moments où c'est dur, il y a des moments, voilà, mais en fait, quand on est vraiment dans le bon chemin, en général, je crois que c'est plutôt facile. Enfin, j'ai l'impression, voilà. En Il y tout a des cas, choses qui se débloquent, oui, quand on fait ces décisions-là, parfois ça se débloque. Après, c'est une autre chose que de passer tout le parcours, être, voilà, rester et étudier, et passer, ça peut être compliqué dans le processus. Mais effectivement, pour moi aussi, il y a un truc de, quand on prend des décisions alignées, il y a une fluidité parce qu'il y a plus de légèreté aussi. oui, c'est ça, et on se sent là où on doit être, en fait, quoi. Mhm. Voilà, ça a été les deux grosses décisions du mois d'octobre. La formation, elle a démarré en décembre, donc sur les chapeaux de roue derrière, euh, Direct. direct. Donc en décembre, j'ai attaqué cette formation. Euh, les fêtes de Noël sont arrivées. Là, j'étais en mode préparation mentale et physique de mon opération. Je savais que Hmm. j'allais sur un... enfin voilà, je me suis dit, c'est un marathon. Il faut que, voilà, il va falloir qu'on y aille, quoi. Euh, préparation physique, préparation psychologique, voilà, en continuité avec le programme aussi, voilà, qui continue à m'apporter des outils à me centrer, vraiment à me centrer sur moi parce que c'est ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Euh, Hmm. et à être beaucoup dans peut-être moins dans l'intellectuel, moins Hmm. dans la verbalisation des mots. Parce qu'à ce moment-là, en fait, mettre des mots sur les choses, je n'y arrivais enfin, plus. En fait, quand on est épuisé physiquement, j'avais perdu plus de 10 kilos, euh, je mangeais plus grand-chose. Enfin voilà, la maladie avait vraiment eu un gros impact sur mon énergie vitale. Euh, et en fait, là où le programme m'aidait beaucoup, c'est qu'en fait, j'étais plutôt dans des exercices où j'éprouvais les choses, en fait, par le corps, où je vivais pleinement les choses et on vivait les choses pleinement aussi, enfin, entre femmes Ensemble. Hmm. ensemble à plusieurs avec des femmes que je connaissais pas. Et honnêtement, j'avais beaucoup de doutes au début de me dire, mais en visio, est-ce qu'on va réussir à avoir ce sentiment-là de groupe, d'être ensemble? Et en fait, ça marche super bien. C'est vraiment, il y a il y a une vraie énergie en fait qui se crée les unes Hmm. entre les autres, malgré le fait qu'on soit à des kilomètres voilà, de distance. Donc Hmm. voilà, tout ça, tout ce soutien. Et en fait, ce qui était assez dingue, c'est que dans les moments plus difficiles, quand je suis partie me faire opérer, par exemple, bah, en fait, il y a eu plein de moments où j'ai pensé à mes très proches, voilà, mon mari, ma fille, etc. Mais il y a aussi des moments où j'ai pensé aux femmes, en fait, où je me disais, voilà, on est Hmm. ensemble, on se partage cette énergie. Je sais qu'on est connectés, même si on est loin. Et ça, c'est super porteur. Voilà, moi, ça a été dans des moments de maladie, quoi. Mais j'ai aussi eu des moments à nouveau compliqués professionnellement quand je suis revenue au travail après mes opérations. Et à nouveau, j'ai eu comme si les filles étaient avec moi, quoi, en fait, hein, vraiment. Hmm. Et Hmm. ça,
voilà, c'est hyper porteur, en fait. Complètement, oui. Je sais pas, je me rappelle pas si tu avais demandé directement au groupe, mais je me rappelle qu'il y a eu d'autres femmes à certains moments qui ont demandé un peu le soutien énergétique. Tu sais, là, je vais faire ça. Est-ce que vous pouvez me soutenir énergétiquement? Et moi aussi, je sens que dans cet espace qu'on ouvre ensemble, bah, on se porte, on se soutient et il y a comme une bienveillance, une énergie qu'on envoie les unes aux autres qui nous soutient. Et, Mm. euh, et je me rappelle d'une autre femme qui disait, voilà, grâce à vous et au fait que je me suis sentie entourée, j'ai réussi à bah, faire un groupe avec mes amis et mes proches pour leur demander qu'ils m'aident à faire mon déménagement. Mais c'est parce qu'elle avait d'abord ressenti ce que ça fait que d'être entourée de personnes qui nous soutiennent. Tu vois, elle avait osé faire autre chose auprès de leur entourage. Donc, moi, je suis d'accord avec toi que le groupe est très soutenant aussi. Ouais, ouais, mais ça aide. Je me rappelle de cette femme, effectivement, qui avait demandé du soutien pour son déménagement. C'est vrai. Mm. Et, ouais, non, mais c'est sûr que c'est super important parce qu'aujourd'hui, ben, euh, on vit loin de son petit village, on va dire, avec des distances géographiques qui sont pas toujours évidentes à absorber. Et malgré le fait qu'on soit hyper connecté, les téléphones, les visios, etc., malgré tout, dans le quotidien, on est seul. On est vachement seul, en fait. Seule jeune femme, seule jeune maman. Et c'est vrai que du coup, bah, voilà, d'arriver à recréer cette énergie de soutien et cette sororité, en fait, hein, et ben c'est hyper précieux. Donc, Oui, et puis c'est des femmes qui, moi je trouve, ce qui crée aussi ça, c'est que c'est des femmes qui nous rassemblent dans le sens où elles sont aussi connectées, elles partagent nos valeurs, tu vois, spirituelles, énergétiques, et du coup, il y a quelque chose qui fait, ouais, que peut-être on peut pas confier à notre entourage parce qu'ils nous regardent un peu de travers ou qu'est-ce que vous êtes en train de dire, alors que là, ouais, il y a comme des âmes affines qui nous comprennent quelque part. bien sûr, ah oui, oui, c'est sûr. Et il n'y a pas du tout comment dire, cette espèce de jalousie nocive qui peut y avoir des fois entre femmes, qui est dure, qui est super dure en fait, de jugement, voilà, ça c'est, moi je l'ai eu vécu voilà, dans mon contexte professionnel, dans mon contexte amical aussi, et là il n'y a pas tout ça en fait, on est libéré de ces carcans-là parce qu'on sait qu'on est toutes dans une dimension de bienveillance et qu'on a besoin en fait les unes des autres, donc voilà, ça c'est... Et même, ouais, et même plus pour moi, ce qu'on est en train de faire dans cet espace, c'est justement de réparer la blessure de la sororité, parce qu'on a toutes vécu des groupes, des relations entre femmes où effectivement il y a pu y avoir de la trahison, où il y a pu y avoir des blessures, où il y a pu y avoir de la douleur. Et pour moi, ce qu'on fait là, c'est de ne pas rester sur, entre guillemets, oui, les groupes de femmes sont blessants, où il y a de la trahison, mais justement de se dire en fait, non, les groupes de femmes peuvent être soutenants, peuvent nous célébrer, peuvent être en empathie avec nous. Donc, pour moi, c'est clair que ça, il faut le changer, entre guillemets, et ça, on le change en l'expérimentant et en étant entre femmes et en réparant, en expérimentant de la sororité pour de vrai, quoi. Ouais, ouais, mais c'est très juste ce que tu dis, tu vois, je l'avais pas forcément encore intégré comme ça, mais moi, ce conflit avec cette collègue, je l'ai vraiment vécu comme une trahison forte, une injustice profonde de me dire, mais en fait, là, tu vois, quand on crée quelque chose, normalement, on est loyal l'une envers l'autre, on se tire pas dans les pattes, on n'a pas de jalousie, on n'a pas tout ça. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, le fait d'avoir eu ce groupe de femmes à côté avec qui du coup on partageait une toute autre relation et ben c'est venu réparer une blessure, tu vois, ça a permis à cette blessure de pas s'ancrer trop profondément parce que je Mhm. pense que quand on vit des expériences comme ça marquantes et qu'en plus on les répète parfois, Fait, ben derrière on peut développer une certaine forme, tu vois, d'aigreur en fait, d'aigreur de la femme, d'aigreur des autres complètement. femmes et c'est à ce moment-là que du coup ben, on devient peut-être on passe uniquement dans cette posture de guerrière qui fait bulldozer là et qui a plus besoin de personne, alors qu'en réalité, on a vraiment besoin des autres, quoi, pour Oui, avancer. et mm, bah, absolument. Et pour moi, en plus, la rivalité féminine, tu Mm. vois, c'est une invention du patriarcat. En fait, c'est parce que
On a ces injonctions patriarcales à l'intérieur de nous, qu'on se met en compétition, qu'on se met en trahison, qu'on se sent menacé par les autres femmes. C'est pas voulu pour moi, c'est pas une question personnelle d'une femme contre l'autre. C'est parce qu'on nous a éduqués dans une société dans laquelle, bah, si l'autre brille, bah, ça opaque ton rayonnement. Si l'autre est choisi, bah, toi, t'es pas choisi. En fait, on est tout le temps mis en compétition et jugé et comparé. Et on l'a intégré, on l'a mis à l'intérieur de nous. Donc, c'est ce qui crée pour moi aussi cette rivalité complètement patriarcale, mais complètement qui Ouais. arrive, quoi. Ouais, non, non, mais c'est vrai, c'est très juste et ouais, et c'est vrai que de faire un travail là-dessus et de réussir à prendre conscience de ça et à se sortir de ces schémas-là, et ben quand on en sort, on se sent vachement libéré. C'est sûr. Et raconte-nous, du coup, 2024, dans la première édition du programme, voilà, il y a ce conflit avec votre collègue, il y a ton endométriose, Ouais. il y a bah, la décision aussi de te former, donc il y a l'opération, la formation. Ça nous amène à 2025, peut-être, où tu décides de rejoindre de nouveau une édition du programme. À ce moment-là, quel était ton contexte et pourquoi tu t'es dit, allez, je refais le programme cette fois-ci? Alors, c'est marrant parce que voilà, je finis le programme de 2024, bon, mon opération, tout ça. Première opération en janvier, deuxième en février, parce que du coup, bah, je suis restée sur zéro bloc, qu'ils ont retiré beaucoup de choses voilà, qui n'étaient pas forcément prévues et qu'on s'est rendu compte que l'opération était vraiment vitale, en fait. J'étais en train enfin, voilà, mes organes étaient en train de s'abîmer vraiment. Et du coup, voilà, je sors de mon opération en février. Il me semble de mémoire que le programme redémarrait en mars, je crois que c'était. Mhm. Ouais, Voilà. c'est ça. Euh, J'étais pas partie pour y retourner parce que je me disais, bah, c'est bien, j'ai fait mon chemin. Voilà, je sens que en fait, j'ai acquis plein de choses. Et puis, bah, au travail, ça s'est calmé. J'ai pris mes décisions de reconversion. Ça se passe bien. Je suis alignée là-dedans et tout ça. Donc, j'étais partie vraiment en me disant, femme souveraine, ça a été une super aventure, mais on ne redémarre pas. Et puis, et ben, en fait, la veille de la fermeture du programme, vraiment, le soir même, ça fermait à minuit. Et je crois que j'ai dû envoyer enfin, un petit mail, ça devait être genre 23 heures, je crois, comme ça. Parce qu'en plus, j'ai échangé du coup, enfin vraiment, je me demande même si c'était pas fermé parce que j'ai échangé avec la plateforme. Enfin bref, voilà, c'était et décision de dernière minute. Pourquoi? Parce que, en fait, bah, j'ai repris le travail. Euh, j'ai repris le travail début mars, juste avant la réouverture du programme. Et là, j'ai senti que, en fait, certes, j'avais compris plein de choses, j'avais acquis plein de choses, mais là, j'avais besoin d'ancrer les choses durablement, en fait. J'avais besoin que les décisions que j'ai prises, que le comportement que j'avais développé, en tout cas, voilà, avec cette collègue, avec aussi ma position générale hein, dans mon entourage professionnel, Processionnement. Mm. voilà, qu'en fait, ça, voilà, ça soit ancré et que je sentais que j'avais encore besoin de soutien, en fait, tout simplement. Euh, et donc, du coup, bah voilà, je me suis réinscrite. Et en fait, ça a été, je pense, à nouveau une décision vraiment, vraiment très bonne, puisque rapidement, la collègue en question, bah, les conflits ont redémarré, en fait. Les conflits ont redémarré, à nouveau la guerre froide, à nouveau. Alors, cette fois-ci, je dirais que c'était une forme de jalousie liée au fait que beaucoup d'autres collègues m'ont apporté de l'attention, en fait, par rapport à mon opération. Les gens étaient hyper bienveillants avec moi, et ça, c'était très chouette, hein, parce que, enfin, voilà, il a fallu retourner au travail. J'ai été opérée depuis à peine un mois. J'étais pas en grande forme. Comme je disais, j'avais perdu énormément de poids. Euh, Ma grande fille a s'occuper aussi à la maison. Enfin, il y avait tout un contexte qui n'était pas évident. Euh, et du coup, voilà, je pense que ça a généré pas mal voilà, de jalousie à nouveau, de questions de prise de place. Bref, et ce qui s'est passé là cette fois-ci, comment le programme m'a aussi accompagné, c'est que autant la première fois, j'avais pas changé mon comportement, donc j'étais pas allée au conflit. Voilà, j'étais restée moi-même et ça avait fonctionné. Autant là, cette fois-ci, bah, j'ai mis un stop en fait. Là, j'ai clairement mis un stop. J'ai laissé faire les choses un petit moment. Et puis un jour, là, il y a eu voilà, la petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase.
J'ai débarqué dans le bureau de notre supérieure parce que du coup, cette collègue était devenue entre-temps ma responsable hein, pendant que j'étais Mhm. absente. Ce qui était OK pour moi hein, parce que je savais que je Mhm. partais, il n'y avait pas de conflit. Au contraire, je lui avais dit, mais vas-y, fonce, toi, tu veux faire carrière ici, donc c'est une opportunité pour toi, fais-le. Et du coup, bon voilà, je me suis retrouvée à aller voir notre supérieur hiérarchique, à mettre les pieds dans le plat, en disant maintenant, moi, en fait, ça suffit, j'ai pas à subir ces choses-là, j'aimerais qu'on se mette autour d'une table et qu'on en parle. Et c'est ce qui s'est Mhm. passé. Et à ce moment-là, je me rappelle, voilà, ça fait partie des moments où, bah, en fait, le, le petit groupe de femmes du programme avec qui j'avais créé des liens un peu plus étroits, où on communiquait pas mal sur WhatsApp ensemble, etc., sur nos avancées et voilà, et nos vies. Et ben, en fait, elles étaient là, quoi. On s'était vraiment, Mhm. elles m'avaient boosté avant d'y aller. Elles m'avaient dit, on est là, voilà, on imagine qu'on est avec toi dans la même salle, etc. Et donc ça, c'était super précieux. Et, Mhm. et voilà, et en fait, il y a eu ce moment d'échange cash où j'ai vraiment rien lâché, où j'ai crié fort. Et ça me fait J'ai tapé du poing sur la table. mais littéralement, enfin, franchement, je me suis mise debout et j'ai sorti tout ce que j'avais à sortir depuis plus d'un an, en fait, qui était là, toute cette injustice, cette trahison. Je lui disais, mais tu te rends compte, en fait, de comment tu peux te comporter. Enfin, voilà, vraiment, ça a été fort. Euh, Mhm. Ça a apaisé les choses. Une fois de plus, ben voilà, il y a eu des excuses de fête, etc. Alors, à partir de là, moi, voilà, je suis pas quelqu'un de rancunier, donc il y avait, voilà, on a maintenu une relation correcte jusqu'à ce que je parte, que je quitte mon poste. Mais Mhm. par contre, voilà, après, c'était ancré dans ma tête que il y avait plus de comportement acceptable en fait en dehors. Et ça, voilà, tous les rituels qu'on a pu faire en fait par la suite quoi en fait tous les voilà les workbooks dans lesquels moi je continuais à travailler en fait chaque mois sur moi sur ma position dans ce monde sur ce que j'avais envie d'incarner aussi euh, Mhm. bah, ça m'aidait vraiment à maintenir le cap et à être sûre de moi à me sentir légitime en fait d'avancer et il y a un exercice qui m'a vachement marqué voilà dont je t'avais déjà parlé à l'époque. C'était un exercice sur les funérailles où on devait visualiser nos propres funérailles. Et quand je l'ai fait, waouh, alors j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Hein. Ça a été vraiment un exercice émotionnellement très dur. Mais le fait de se projeter à ses propres funérailles et en se disant enfin, qu'est-ce que je laisse comme image à mes proches, Mhm. ça, en fait, c'est très, comment dire, c'est très fort parce que du coup, on se dit, ben, enfin, ça ancre en fait vraiment ce qu'on a envie de représenter, quelle image on a envie de donner aux autres, euh, mais quelle vraie image on a envie de donner aux autres parce que quand Oui, on c'est meurt, ça, c'est pas quel masque, c'est quelle énergie vraiment on a envie d'incarner. Mm. reste en fait, qu'est-ce qui reste profondément parce que quand on meurt, quand on n'est plus là, bah voilà, il y a il y a plus de masque, il y a plus de superflu, hein. On est plus que ce qu'on a réellement été toute notre vie. Et donc ouais, c'était une expérience qui était dingue et qui a voilà, qui a ancré encore plus le désir de rester aligné dans ce que j'étais, de d'être peut-être un peu moins good girl à l'extérieur que ce que j'étais et de se rendre compte aussi que clairement ça n'impactait pas mes relations. En fait, les gens ne m'aimaient pas moins parce que aussi j'étais capable de dire ce que je pensais sans euh, toujours avec bienveillance hein, parce que c'est ça aussi. Moi, il a à aucun moment été question de rentrer dans une position de combat avec tout le monde autour de moi. C'était vraiment pas ça. Euh, et le fait de peut-être aussi se libérer un petit peu sur l'extérieur, d'être un peu plus moi-même en extérieur, a fait que dans mon foyer, dans mon couple notamment, et ben, j'ai eu moins besoin d'avoir cette position de guerrière justement, parce que pour le coup, j'étais pas Mm. en fait aussi. Parce que, pardon, je t'ai pas bien entendu, parce que. Que j'étais pas tendre à la maison, pas du tout. En Mm. fait, j'étais Mm. en effet miroir avec finalement la personne qui m'accompagnait, la personne qui peut-être même le plus au monde en fait, qui était présente pour moi et tout ça. Et moi, j'étais pas tendre du tout. Je laissais rien passer. J'étais toujours dans le sentiment un peu d'attaque ou de oui mais tu me considères pas alors que vraiment si enfin au contraire Mhm. et je pense que j'absorbais tellement la journée que du coup ben voilà enfin, c'était pas c'était flou en fait la limite était floue. Oui.
Oui, parfois il y a des transferts, tu sais, Ouais, des choses qui se font entre j'absorbe trop, je me positionne pas du tout dans mes relations, puis quand j'arrive chez moi avec la personne qui m'aime, j'attends de l'autre personne qu'elle me voit, qu'elle me reconnaisse, et je mets beaucoup trop de poids sur l'autre, alors qu'en fait c'est juste que je suis pas forcément bien positionnée ailleurs. Du coup, je me positionne pas bien non plus de ce côté-là. c'est ça. Et ça a vraiment rééquilibré, en plus voilà, de tout bah, le travail que j'ai aussi fait avec la maladie, etc. Hein. Mais c'est vrai que du coup, ça a vraiment repositionné de manière beaucoup plus apaisée et sereine les choses dans mon couple, quoi. Et du coup, dans notre vie de famille, en fait, ça a aussi redonné, parce que quand on est très directif, très agressif dans son couple, bah, des fois aussi, enfin, vis-à-vis de son conjoint, les enfants, ils le ressentent et du coup, ils ont tendance à se tourner toujours vers bah, la référente, maman. C'est ça, Et ça la laisse pas de forte. place, voilà. Ça laisse pas de place aussi à papa, en fait, ou inversement, hein, ça peut être dans l'autre sens, mais du coup, ça a rééquilibré un peu cette ambiance du foyer, quoi. Et, euh, Mm. et voilà, Parce que tu as su te positionner, en fait. C'est avec plus de justesse. Et tu as dit quelque chose que j'aimerais bien, tu as surligné parce que tu as dit, je me suis rendu compte qu'en étant moins good girl, bah, ça impactait pas les relations comme je croyais, où les gens allaient peut-être moins m'aimer, moins me reconnaître ou m'accepter. Et moi, je trouve que non seulement ça fait pas qu'on soit moins aimé, sinon que ça crée plus de confiance à l'intérieur de nous parce qu'on sait qu'on est aimé pour ce que l'on est vraiment, tu vois. ouais, Je suis ouais, pas aimée parce que je suis gentille, parce que je suis agréable, parce que je suis serviable, parce que j'ai toujours un bon sourire. Je suis aimée même si, et parfois je m'énerve, je suis aimée même si, parfois je m'excède, même si. Et ça, je trouve que ça crée une confiance à l'intérieur de soi, de l'amour des autres, tu vois, qui les gens même pour qui je suis vraiment, avec toutes mes qualités et tous mes défauts aussi. c'est ça. Et je dirais que ça, voilà, que ça donne aussi une certaine confiance enfin, que les autres ont du coup plus de confiance en nous aussi parce que Bien sûr. finalement, on devient juste, en fait. Parce que finalement, quand on dit rien ou quand on dit trop, bah, on n'est pas juste, on est toujours dans les excès. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, il y a eu plein de moments du coup où moi, j'ai pris la parole sur certaines choses dans ma famille, avec mon père, par exemple, où il sortait des aberrations. Voilà, en disant que, par exemple, que les inégalités hommes-femmes n'existaient plus. Oui, bien sûr. Bien sûr. Qu'il n'y avait pas eu de conditionnement des femmes sur certains sujets, etc., etc. Et en fait, bah, il y a eu, moi, du coup, je me suis sentie pleinement légitime de prendre la parole, enfin, de lui expliquer les choses, et des fois de manière un peu sèche, hein, mais du coup, c'est juste, en fait. Et la personne en face, elle se dit, attends, en fait, Agathe, elle a pas, c'est pas quelqu'un qui est toujours en train de s'énerver, de voilà. Là, si elle prend la parole, c'est qu'en fait, j'ai dépassé aussi les limites, quoi. C'est que ce que je dis, c'est pas forcément vrai, que c'est pas forcément juste. Et donc, du coup, ça crée aussi une relation peut-être un peu plus de confiance, en fait, aussi. L'autre Mhm. envers nous-mêmes, quoi. Voilà, nous-mêmes envers nous-mêmes, mais l'autre envers soi, ouais, voilà. C'est comme aussi un parent, en fait, par rapport à son enfant, qui met des limites, qui met un cadre, bah, en fait, l'enfant a aussi nettement plus confiance en son propre parent parce qu'il se dit, ben, en fait, il est juste. Il est juste dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit, quoi. Donc, euh, donc voilà, du coup, c'est vrai que cette deuxième, ce début d'année 2025 et puis toute cette année 2025, globalement, ça a été vraiment euh, marquer, enfin ancrer des choses, ancrer des nouveaux schémas, on va dire, des nouvelles manières de fonctionner, re-questionner ma place dans mes relations en général, que ce soit familiale, que ce soit professionnelle. Et Est-ce que du coup, parce que tu as abordé le thème des enfants, est-ce qu'il y a des choses aussi que tu as peut-être vues dans la relation à ton enfant? Je sais pas, est-ce que ça a changé quelque chose pour toi aussi? Je sais. ouais. Eh ben oui, ça a changé. Alors c'est pareil, il y a eu un gros, comment dire, un gros cheminement que j'ai dû faire, voilà, avec aussi la maladie qui arrive à ce moment-là. Moi, j'étais une maman hyper disponible, tout le temps voilà, hyper présente. C'est-à-dire que quoi que ma fille me demandait, ben, en fait, j'étais là pour y répondre. Donc, beaucoup de temps ensemble, ce qui était très chouette, hein, mais voilà, beaucoup de sollicitations. Peu de temps pour moi seule. Mais j'en ressentais pas le besoin, vraiment, jusqu'aux 2-3 ans de ma fille, je ressentais pas ce besoin d'avoir des moments pour moi.
Et puis, bah, il y a un moment donné, quand émotionnellement, ça commence à plus aller, quand physiquement, ça va plus non plus, bah, en fait, on se retrouve moins disposé à, à Bien sûr. répondre à toutes les sollicitations de son enfant. Et c'est vrai que du coup, bah, ça m'a demandé, alors avec énormément de culpabilité au début, mais vraiment une culpabilité, voilà, j'en ai pleuré plus d'une fois en me disant, mais pourquoi j'arrive plus à lui donner ce que je lui donnais, pourquoi j'arrive plus à passer le temps que je passais avec elle. Euh, je suis, voilà, la pauvre, enfin vraiment, j'avais cette culpabilité-là. Aussi parce que je m'étais enfermée dans un schéma réactif par rapport à ma mère, ma propre mère, qui, Bien bah, sûr, elle, je veux pas être comme ma mère. je veux pas être ma mère, ben voilà, elle a fait ce qu'elle a pu avec son schéma émotionnel à cette époque-là, mais elle était pas du tout disponible émotionnellement pour nous. En fait, elle était voilà elle a meublé son quotidien avec du ménage, avec de la cuisine, avec tout plein de choses, et du coup, c'est peu de temps. En tout cas de qualité à jouer, etc. Et donc moi j'étais vraiment dans ce refus d'être comme ça. Et quand bah voilà, quand il y a un moment donné je n'ai pas eu le choix et que et que j'ai dû l'être, et ben, j'ai aussi, du coup, retravaillé cette culpabilité. Et je me suis aussi rendu compte que finalement, ma relation avec ma fille n'était pas entachée, qu'on avait tout autant encore des moments de qualité, de jeu, de complicité, de voilà. Je me suis aussi rendu compte de l'énergie que je mettais et que enfin, que c'était déjà waouh, quoi, en fait. Hmm. Et aussi comment dire, se féliciter de ça, voilà, savourer aussi cette relation qu'on avait créée et tous ces moments de qualité qu'on a parce que ça restera toute la vie. Euh, et surtout, ce que ça a fait, bah, ça, comme je disais un peu, ça a laissé de la place aussi à son papa qui, qui avait plein de choses à lui donner, qui avait plein de temps à lui apporter. Il fallait juste voilà, ouvrir un petit peu, ouvrir un petit peu le Laisser temps, un peu de place. un peu Oui, de c'est ça. place, laisser de l'espace Hmm. pour lui. Et ça, c'est vrai que voilà, c'était assez chouette. Et je pense, en tout cas, voilà, c'est comme ça que je le perçois aussi, que c'était aussi toute une initiation dans notre relation avec ma fille pour laisser de la place à un autre bébé. Parce qu'en fait, voilà, moi, je me disais beaucoup que j'avais envie d'un deuxième enfant, mais en même temps, j'avais peur. Je me disais, mais comment je vais m'organiser? Parce que puis j'avais déjà cette culpabilité de me dire, oui, mais du coup, je vais devoir délaisser un peu ma grande. Et ça, c'est dur Hmm. pour moi. Et je pense que voilà, tout ça, ça a été un vrai travail initiatique aussi pour ben, redonner de la place à tout le monde et permettre aussi l'arrivée voilà, d'un deuxième enfant, quoi. Donc oui, beaucoup Ouais, c'est magnifique. sur les Ouais, relations. c'est magnifique ce que tu dis parce que oui, sur les enfants, la culpabilité. Alors, Ouais, ça peut être par rapport aux enfants, mais en général, d'ailleurs, on en parle un peu dans Femmes souveraines. Le plus dur de libérer un peu ces conditionnements de good girl, c'est le backlash émotionnel. C'est derrière la culpabilité, ouais, les regrets. C'est vraiment apprendre à traverser un peu cette sensation qu'on est la méchante de l'histoire, qu'on est celle qui abandonne, celle qui laisse quand on est dans des schémas un peu de sacrifice, un peu ou de sauveuse. Parfois, ça peut être par rapport à nos clients, par rapport à un parent qui soit malade, etc. Quand on commence à laisser un petit peu de place, souvent c'est je suis la méchante, je suis vraiment la. Ouais, c'est très difficile de passer cette culpabilité, mais ça fait partie du travail. Donc, bah oui, 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 et voilà, de simplement faire le deuil de cette pensée que voilà, je ne serai pas aimée ou je ne suis plus aimée parce que je réponds pas aux besoins de l'autre, quoi, en fait. Ou en tout cas, je réponds pas aux besoins instantanés de l'autre, quoi. c'est ça, que ma valeur, elle est dans le fait de répondre aux besoins de l'autre. C'est de pouvoir décorréler ça absolument et d'avoir de la valeur parce que j'existe, et pas parce que je suis en train d'aider l'autre, de servir l'autre, d'être là pour l'autre. Mm. Mm. C'est ça. Et c'est vrai que, voilà, du coup, ça. Enfin, c'est vraiment, pour moi, c'est une libération. C'est une libération sur plein de choses. C'est libération dans mes relations. C'est aussi, bah, du coup, libération dans mon schéma professionnel parce que, du coup, bah, voilà, fin 2025,
fin de mon contrat, là où j'étais, j'aurais pu. Alors, j'ai eu plein de moments où j'ai eu très peur, où l'ego a, a pris le dessus et je me disais, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? J'abandonne un poste avec un confort financier, avec un confort même de quotidien, parce que du coup, je travaillais enfin, dans la ville où j'habite, donc tout à pied, etc., etc. Bon, voilà, peut-être que je devrais pas. Et puis j'ai eu des collègues qui m'ont dit, mais tu devrais quand même garder un pied ici, un mi-temps pour t'assurer. Enfin, voilà. Et puis je me suis dit, non, en fait, là, c'est leur propre peur. C'est pas Hmm. c'est pas les miennes, voilà. Et en fait, moi, même si j'ai des peurs à l'intérieur de moi, c'est pas des peurs rationnelles. Donc, bah, on y va, quoi. On n'abandonne pas son projet. Et j'ai terminé ma formation. J'ai passé mes examens que j'ai eu, voilà, avec succès en plus. Donc, ça a réancré le travail fait. Et puis en septembre 2025, j'ai ouvert mon cabinet Hmm. voilà, de naturopathie. Au début, en parallèle encore, il me restait 3 mois à finir sur mon contrat à côté. Donc j'ai cumulé les deux. Et puis ensuite, enfin non, en parallèle, c'est ça qui est dingue. C'est que j'ai ouvert mon cabinet au 1er septembre et au 3 septembre, je me suis rendu compte que j'étais enceinte. Voilà. Waouh, la vie, hein? La vie, La comment elle vie est faite. et dingue, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment, pour moi, ça marche de pair à chaque fois, quoi. Il y a toujours un truc qui se passe au niveau santé et au niveau pro et au niveau psychologique, quoi. Voilà. Donc vraiment, ça a été voilà, une sacrée découverte après plus de 3 ans d'essais et enfin, voilà, d'essais en tout cas de parcours un peu du combattant pour avoir ce troisième enfant, l'opération au milieu, etc., etc. Et en fait, du coup, ouais, voilà, je me suis retrouvée enceinte en m'y attendant pas, en m'y attendant pas du tout, et même en étant dans une optique de, on va arrêter parce que juste le mois d'avant tomber enceinte, j'ai fait une fausse couche. Et ça a été un peu dur psychologiquement à ce moment-là. Et ce qui a été... Qu'est-ce qui t'a aidé peut-être à traverser cette épreuve qui, je pense, beaucoup de femmes vivent. Mm, Voilà, comment tu as fait pour te sentir, voilà, pour te mm. soutenir pendant cette période? Et ben, c'est assez, voilà, tu vas dire que tout ramène au programme, hein, mais de femmes souveraines. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je me rappelle, voilà, je me rappelle un moment, en fait, une visio qu'on a fait tout ensemble. Et là, enfin, en fait, ce qui a été assez dingue, c'est que en parallèle, moi, quand j'ai fait cette fausse couche, une de mes très proches amies m'a annoncé qu'elle était enceinte, la même journée, en fait. Les deux ont eu lieu en même temps. Euh, et sachant que cette très proche amie était plus dans le désir d'avoir un enfant parce que c'était compliqué au niveau de son couple, parce que sa santé n'était pas excellente non plus. Et puis voilà, donc moi j'étais à des années-lumière qu'elle m'annonce que potentiellement elle était enceinte, quoi. Donc déjà j'ai eu le choc un peu de me dire, ah ok, ok, t'es enceinte, voilà. Moi, bah, j'avais pas mes règles, donc j'étais dans l'espoir d'avoir cette grossesse, quoi, qui arrivait. Et en fait, ben, l'après-midi même, voilà, j'ai eu des douleurs horribles. Et puis, du coup, bah, j'ai fait ma fausse couche dans l'après-midi, en pleine vacances avec des amis. Enfin, voilà, c'était vraiment. Moi, je me projetais à leur annoncer que j'étais enceinte. Et en fait, j'étais en train de perdre ce petit bout de bébé qui était encore tout petit. Mais voilà. Et je me suis retrouvée dans la position. Et c'est ça qui était dingue. Et que j'ai le programme derrière, à nouveau, les filles m'ont vachement aidée, enfin, m'ont fait prendre conscience encore de comportements bien ancrés, c'est que l'amie en question était en train de me parler. Moi, je vivais ma fausse couche, elle le savait, et elle était en train de me dire à quel point finalement ça l'inquiétait d'être enceinte, et puis qu'en fait, ça allait l'empêcher de faire certains projets, qu'elle s'était lancée, tout ça. Enfin, et moi, je me suis retrouvée dans la posture je la réconfortais. Je la réconfortais, Hmm, alors que moi, hmm, j'étais en train de vivre un drame à l'intérieur que hmm. j'avais aussi un sentiment d'injustice énorme, malgré le fait que c'est mon ami et que je l'aime de tout mon cœur, quoi, vraiment. Mais voilà, il y avait tout ça qui se passe à l'intérieur de moi et je ne l'ai pas forcément conscientisé parce que c'est un schéma qui est, voilà, c'est tellement ancré Bien des sûr. fois, voilà. Et c'est dans le cercle qu'on a fait derrière où là, à nouveau, voilà, je sais plus comment on est arrivé à parler de ça, mais du coup, j'ai pu partager cette expérience-là et enfin,
voilà, une fois de plus, c'est les échanges avec les filles bah, qui m'ont... Alors, ça n'a pas soigné ma tristesse à ce moment-là parce que bah, on vit son deuil comme on le vit. Mais en tout cas, ça m'a permis de remettre le doigt encore sur des mécanismes qui étaient bien ancrés et qu'il fallait encore voilà, travailler. Et à ce moment-là, j'aurais aimé être en capacité de dire à mon ami, écoute, en fait, pour moi, c'est trop là. Enfin, tu vois, j'entends tout ce que tu vis, mais moi, là, je suis pas en capacité de le recevoir et j'ai besoin de vivre ma tristesse. Et en plus, enfin, je suis mais, alors, tellement convaincue que cette amie m'aurait dit, mais je suis désolée. Enfin, tu vois, elle n'avait pas conscience, en fait, de tout ça. C'était pas de la Bien malveillance. sûr. Mais, euh, Oui, mais c'est pas ça, ça soigne pas la tristesse parce que ça, de toute façon, il faut la traverser, la vivre. Mais je trouve que d'autres femmes nous fassent miroir sur ça. En fait, ouais, elles nous valident dans notre détresse. ouais, Et c'est une autorisation, tu vois, qu'on se donne entre femmes. Soit, ben, en fait, tu as le droit d'être en c'est ça. détresse et de pas être là pour ton ami, tu vois, de Ouais, pas être fort, de pas être parfaite et de dire, en fait, là, celles qui se sont extrêmement vulnérables, c'est moi. ouais, c'est ça. C'est tout à fait ça. Peut-être qu'elle aussi, tu vois, c'est tout à fait possible. Peut-être que toutes les deux, vous êtes dans des moments, mais de pouvoir déjà reconnaître, en fait, c'est ça que je trouve fort aussi, c'est quand les autres te reconnaissent dans Oui, cette détresse et dans cette vulnérabilité, que toi, tu peux dire, ah oui, ok, ouais, moi aussi, j'étais en train de traverser quelque chose qui était extrêmement difficile. mm. Et souvent, tu sais, on dit, quand on sépare le mal à soi-même, on dit souvent, est-ce que tu parlerais comme ça à une amie, à une copine? Et je dis, bah non, jamais de la vie, je dirais les choses comme ça à une copine. Parce qu'en fait, on a voilà, cette douceur, cette délicatesse à une amie, on voit, tu vois, on voit si elle est en détresse, on a de la compassion, on ressent de l'empathie. Parfois, on a un peu de mal à l'avoir pour nous-mêmes. Et c'est ça aussi que je trouve fort dans le miroir entre femmes que Oui. ça peut créer. Bah, bien sûr. Ah oui, non, non, mais c'est sûr que ça a été hyper précieux à ce moment-là, hein, vraiment. Et puis, je pense que euh, le fait aussi de se dire, bah, je suis légitime de ressentir cette tristesse, je vais passer mes émotions. Moi, ça m'a... En fait, dans ma tête, je me suis dit, bon, écoute, Agathe, en fait, là, il faut laisser le temps au temps. Laisse, voilà, laisse ce deuil se faire aussi. Euh, Tu as ce lancement, ce projet de lancement de cabinet qui est là, qui te nourrit, il y a des choses à mettre en place. On va se lâcher un petit peu la grappe sur ce projet. Alors, j'aime pas appeler ça un projet, mais en tout cas, cette envie d'avoir un deuxième enfant. Ça arrivera quand ça arrivera. Et puis surtout, en fait, je me suis aussi dit, mais moi, enfin, ton corps, il est encore pas remis pleinement parce que ben, il y a quand même eu ces grosses opérations au début d'année. Donc voilà, on peut pas tout faire en même temps. Voilà, faut juste laisser le temps au temps. Et on s'était même dit à ce moment-là avec mon mari, bah en fait là, voilà, on est en août 2025. On verra en janvier 2026. On se reposera des questions. Peut-être que du coup, on ira peut-être réfléchir à un parcours PMA. Enfin voilà, même si c'était quelque chose d'assez rédhibitoire pour nous, mais en tout cas, on s'était dit, on posera ces questions-là plus tard. Et puis voilà. Août est passé et septembre est arrivé. Et comme je le disais, bah, voilà, le cabinet qui ouvre en 1er septembre, ma première consultation dans la semaine et puis un retard de règles de plus d'une semaine. Bon, je me disais de toute façon, ça va arriver, ça va arriver. Et puis quand même, à un moment donné, je me suis dit, c'est bizarre que ça arrive pas, cette histoire. Quand même plutôt réglé avec l'endométriose, il y a quand même un truc qui est assez fixe pour moi. Et test de grossesse positif, quoi. Et ce qui est dingue, et ça, ça, c'est quand même pour moi aussi un des, comment dire, des résultats d'avoir suivi ces deux programmes, c'est que moi, je me suis profondément reconnectée alors à la nature en général. Je l'étais déjà, mais c'est vrai que le quotidien fait qu'on oublie des fois, on se déconnecte. Et voilà, moi, du coup, je me suis reconnectée alors par des choses que j'ai fait aussi, des cérémonies que j'ai fait aussi seule parfois, à la pleine lune, à la lune. Enfin voilà, je me suis réancrée en fait dans ce plus grand tout que j'avais un petit peu oublié. Hmm. Et en fait, je suis tombée enceinte à la pleine lune quand même. Ah, génial. C'est assez marquant parce que du coup, je compte ma grossesse. Là, plus j'avance dans ma grossesse, je compte ma grossesse en pleine lune en fait. Voilà. Et pas J'adore. une aménorrhée et je ne sais quoi, personne comprend rien. Mais voilà, c'est vraiment, c'est dingue parce que
le soir où je suis tombée enceinte, je me rappelle vraiment de ce moment-là. Je suis descendue dans ma cuisine et en fait la lune était ronde et blanche, magnifique dans le ciel. Et, j'ai prié, en fait, tout ce que j'ai pu dans ma tête en me disant, voilà, je sens que quand même je suis prête, qu'il y a des choses qui se sont enclenchées et en fait, on mérite d'avoir un deuxième enfant, on a plein d'amour à donner, on a, voilà, notre famille, elle peut accueillir un petit être maintenant et vraiment, voilà, je me rappelle de ce moment fort et je suis tombée enceinte à ce moment-là, quoi. Enfin, c'est dingue, c'est juste dingue. Tu m'aurais dit ça il y a quelques mois en arrière, je t'aurais dit, mais attends, c'est une sorcière, Un peu folle. ça. Ah, c'est clair. Réellement, ça s'est passé comme ça, quoi. Donc, Oui, et je trouve que même dans ton récit, dans ton histoire, il y a quelque chose de très... tu sais, pour moi, de toute façon, la puissance féminine, elle est clairement ancrée dans les cycles et dans la nature. Et dans tout ce que tu racontes, il y a beaucoup de morts et de renaissances. Tu vois, des morts, des lâcher prise, de renaissances. Il y a, voilà, bah, la fausse couche, mais il y a aussi en même temps, j'ouvre le cabinet, mais ensuite derrière, je suis enceinte et en même temps, je laisse mon travail. Donc, tu vois, c'est des fins et des renaissances. C'est vrai que c'est un concept qu'on a beaucoup travaillé, tout ça, de laisser mourir ouais, pour permettre que la vie renaisse. Et pour ouais, moi, une clé de notre puissance, elle est là, dans cette connexion cyclique ouais. à la vie. Vraiment. Et tu vois, c'est quelque chose que je transmets beaucoup dans mes accompagnements parce que moi, j'ai souvent, alors j'accueille beaucoup de femmes et en fait, j'ai souvent des femmes qui sont complètement déconnectées de cette saisonnalité, de ce cycle, qui sont un peu en mode, comment dire, pilote automatique. Et du coup, ben, moi, je suis intimement convaincue que si on n'a pas les pieds bien ancrés dans la terre et la tête un peu plus ancrée dans le ciel, en fait, on se perd. On est des êtres humains et on arrive de la nature. Hein. Initialement, on arrive de nulle Hmm. part. Et du coup, bah voilà, si on se coupe de notre propre berceau, c'est normal que derrière on perde pied et qu'on développe voilà, des maladies et du stress et des choses comme ça. Et malheureusement, pas grand-chose est fait dans notre quotidien aujourd'hui pour qu'on s'ancre facilement. Et c'est vrai que du coup, voilà, dans mes accompagnements, il y a effectivement toute la partie physiologique. Voilà, je travaille avec les plantes, etc. Mais il y a aussi tout cet accompagnement un peu psychologique, des fois aussi, de réancrage, de voilà, qu'est-ce que je peux mettre en place dans mon quotidien pour juste bah, avoir les pieds bien dans la terre, quoi, en fait. Et, Mais absolument. Hmm. enfin, en tout cas, c'est un des retours que j'ai souvent en consultation, c'est que les femmes me disent, mais ouais, c'est global, en fait. Avec toi, on voit les choses de manière globale. C'est une approche qu'on n'a pas forcément eue avec d'autres professionnels en naturopathie ou dans d'autres, voilà, même en parcours médical classique. Hein. Oui, et puis je trouve dans ce que tu partages aussi, c'est bah, tu as enraciné des trucs en toi. Mm. Tu les as ancrés à travers tes pratiques, à travers voilà, tout ce qu'on a vu ensemble aussi, à travers ton parcours de naturopathie, ton parcours de santé. Et pour moi, il n'y a rien de plus vivant dans ce qu'on peut transmettre, la façon dont on accompagne les personnes, que les choses qu'on a incarnées dans notre vie, qu'on a fait nôtres, pour pouvoir ensuite les transmettre. Et du coup, enfin, je trouve que ça fait le cycle. Je dis souvent que quand on a envie d'empuissancer d'autres femmes, quand on a envie d'accompagner d'autres femmes, d'élever, on a besoin de faire ce travail d'abord de nous empuissancer nous, de nous, tu vois, de travailler notre souveraineté, notre autorité intérieure pour pouvoir les empuissancer. Que c'est un peu comme si un grand cycle où une femme réveille et les autres continuent à se réveiller, tu vois, et à se reconnecter à leur pouvoir. Donc, je trouve que tu as un magnifique exemple de ça, Agathe. Merci pour ton partage, ton témoignage. Si les gens veulent bah, du coup travailler avec toi, te retrouver, te contacter, voir ce que tu fais, ton univers, te découvrir, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Alors, ils peuvent me retrouver bon, sur les réseaux sociaux, classiquement Instagram, Facebook. On Euh, mettra tous les liens dans les commentaires de l'épisode, on mettra les liens. En dessous, voilà. Moi, mon profil Instagram, il s'appelle Agathe Incarne-toi. Voilà, parce que souvent, J'adore.
Il est arrivé comme voilà, enfin, ça a été dans la nuit, hein, une fois de plus, une ampoule qui s'est allumée. Et c'est vraiment ça, voilà. C'est vraiment moi, mon objectif, c'est que la femme qui vient me voir s'incarne et que sa santé ne soit pas une entrave, en fait, à cette incarnation. Voilà. Donc ça, voilà. Et puis après, j'ai aussi un site internet qui s'appelle, bon, on mettra le lien, mais agathepasquier.fr. Et puis du coup, moi je reçois bah, forcément en présentiel, j'ai un cabinet ici, mais je fais aussi de la visio parce que voilà, la naturopathie, j'ai pas besoin de toucher les gens. Je suis pas là Mhm. pour sculpter, mais c'est plutôt voilà, beaucoup de questions, beaucoup d'échanges. Je crée des liens de cause à effet aussi. Et voilà. Et du coup, je suis toute la semaine, j'accueille toute la semaine, même le Est-ce samedi. que tu te spécialises dans certaines pathologies, enfin, je sais pas si on peut dire pathologies problématiques, féminines ou c'est plus large? Alors, ça peut être très large, hein. J'accueille des enfants, par exemple. Mhm. J'ai aussi des hommes, très peu, mais j'ai aussi quelques. Mhm. Mais il est vrai que il y a quand même, j'ai quand même beaucoup de femmes qui viennent me voir. Et là, en ce moment, surtout sur le mois de mars, là, voilà, qui est quand même un mois un peu particulier pour les femmes, voilà, où il y a quand même quelques mémoires qui ressortent. Euh, Mhm. et ben, je me rends compte, je développe pas mal de choses d'accompagnement sur des périodes de vie de femmes voilà, qui peuvent être compliquées. La puberté, l'entrée dans le cycle, les hormones, etc. Il y a la ménopause, qui est une période de vie Mhm. extrêmement compliquée. J'ai fait un atelier là, lundi soir sur cette thématique-là et je me suis retrouvée avec une dizaine de femmes et je me suis dit, waouh, on va mettre en place des groupes de parole réguliers parce qu'en fait, il y a un vrai besoin. Il y a besoin. Mhm. En plus des outils que je leur apporte pour essayer voilà, de soigner un peu leurs mots, mais aussi simplement mettre des mots MOTS sur toute cette phase de vie. Et on est même en train de se dire qu'on va créer aussi un groupe avec leurs conjoints, parce qu'en fait, la communication n'est pas Mhm. toujours très évidente, surtout sur ces générations de femmes qui n'ont pas l'habitude de communiquer. Mhm. Voilà, donc Ouais, on va dire que mon accompagnement, là, il prend beaucoup d'ampleur sur l'accompagnement des femmes en général et de toutes ces périodes de transition de vie, la grossesse aussi, le postpartum, voilà, qui sont des périodes où le métabolisme est souvent très fatigué et il se passe plein de choses émotionnellement, etc. Voilà, et puis après, bah forcément, il y a l'accompagnement de femmes qui sont atteintes de maladies chroniques comme l'endométriose parce que bah, j'ai mon parcours qui fait que je bien peux sûr. une lueur d'espoir aussi pour certaines qui sont dans le combat en permanence. Donc voilà, Mhm. on va dire que tout ce qui est trouble de la santé de la femme, en général, voilà. Bien sûr. Ouais. Ah, super. Ben, on laissera tous les liens en description. Et est-ce que tu as un mot de la fin? Est-ce que tu veux finir avec un message peut-être pour toutes les femmes qui nous écoutent sur tes convictions, sur ce que toi tu as envie de partager ou autre message, comme tu veux. Libre à toi. Écoute, il y aurait encore plein de choses à dire, mais c'est vrai que moi, enfin, ce que je retiens en tout cas de mon parcours jusqu'à présent et de la manière dont le programme Femmes Souveraines, les programmes Femmes Souveraines ont impacté ma vie, c'est qu'il n'y a pas de fatalité en fait. On a des moments de vie qui sont compliqués, on peut vivre des souffrances énormes avec notre entourage, dans notre travail, voilà, dans plein de choses. Mais je suis convaincue qu'on a une force vitale énorme en tant que femme. Vraiment, vraiment, c'est quelque chose qui nous traverse de génération en génération. Et toutes les femmes avant nous qui ont vécu des combats tellement profonds et peut-être qui nous ont transmis beaucoup de colère aussi. Mais cette colère, elle fait qu'on a une force. Unique et que à partir du moment où voilà, on fait le choix en fait de se prendre en main, voilà, de se faire accompagner, de s'entourer des bonnes personnes, etc. Et ben c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a les planètes s'alignent. En fait, il y a des déclics qui se font et il faut se laisser cette possibilité de pouvoir peut-être lâcher prise à certains moments, de se sentir vulnérable aussi pour derrière voilà, reprendre un souffle et se réaligner. Et ça, franchement, ça peut être magique derrière. Ça peut être vraiment magique.
C'est super. En tout cas, merci d'avoir partagé ton parcours magique Ouais. et ton histoire et tes mots magiques aussi, parce que je suis sûre qu'elles seront médecine hein, pour beaucoup de femmes qui nous écoutent. Merci à toi, Agathe. Avec plaisir. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et si tu as aimé ce podcast, je t'invite à lui laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Je serai aussi ravie de lire tes commentaires. Et si tu veux aller plus loin, tu peux télécharger mon guide gratuit Mieux servir le monde avec ta médecine de cœur, dont tu trouveras le lien en description.